Bonjour à tous, je suis Arnaud Devilliers, donc je vais vous faire une webconférence, une découverte au niveau de ce qui est le label accessibilité. La procédure va être, je vais vous faire une présentation du label et on va garder les questions pour à la fin de la présentation. Commençons par le label accessibilité qui, outre son nom d'accessibilité, couvre aussi bien la source de bien-être pour tous et les valeurs pour les bâtiments non résidentiels. Les réponses de ce label sont faites par rapport à des enjeux sociétaux qui existent déjà et qui vont au-delà de la norme qui était sortie. 20% des personnes en France sont en situation de handicap. 25% des Français ont plus de 60 ans. Nous avons plus de 800 femmes enceintes par an, ce qui nécessite aussi des adaptations ou alors plus de confort, et 2,4 millions d'enfants de moins de 3 ans, qui est aussi nécessaire. Le but à terme de ce label est aussi de permettre à ceux qui souscrivent de permettre de mieux s'orienter, s'informer, circuler et d'avoir vraiment une qualité de confort pour tous. Car il est important que l'ensemble des bâtiments soit fait de manière cohérente et, encore une fois, pour tous. Ce label est donc un accompagnement de démarche de progrès de conception à l'exploitation. C'est une manière, que ce soit pour les accessibilités inclusives, source de bien-être pour tous et de valeur, aussi bien que l'accessibilité intégrée au bâti. Donc c'est en ça. C'est aussi une démarche qui vous permet, si vous avez une idée ou une volonté de faire des travaux, dans ce but-là, de pouvoir quand même souscrire au label et donc de le faire valoriser. Le but est aussi d'améliorer l'efficacité fonctionnelle et la valeur d'usage. Le périmètre, Certivea est une société qui ne travaille sur tout type de bâtiment hors logement. Donc évidemment, le label couvre tous les bâtiments de type non résidentiel, hors santé, équipement sportif, car ils n'ont pas été développés dans le référentiel existant. On peut l'appliquer à un bâtiment en construction, comme je l'avais expliqué avant, ou avec des travaux de mise en accessibilité existants déjà, où les travaux ont déjà été faits. Et aussi, ça c'est un point qui peut être intéressant, pour les parcs de bâtiments existants. Le référentiel en lui-même est prévu à ce qu'il soit pédagogique, en un sens où il est là pour aider à améliorer une certaine qualité d'usage pour tous. De ce fait-là, le référentiel est axé sur plusieurs finalités à atteindre que je vais détailler un peu plus tard. Il y a un socle d'exigences qui est ce qu'on appelle obligatoire pour le label et après à dépasser selon ce qu'on veut faire, qui garantit une certaine crédibilité à la démarche, ça évite d'avoir un peu un choix, d'avoir un label à la carte. Voici donc les 6 thèmes qui sont inclus dans le référentiel. Facilité d'accès. Il convient par exemple sur une entrée qui soit commune à tout type. Il n'y ait pas une séparation selon le type de personne ou selon si la personne est en fauteuil roulant ou non par exemple, ou qu'elle soit handicapée ou avec une poussette. Facilité d'usage, qui permettent d'avoir un usage, par exemple ne pas avoir de poteaux au milieu du chemin, de ne pas avoir à slalomer un peu partout, que ce soit cohérent aussi et facilité. Sécurité et sûreté, qui rentrent dans une logique des thèmes qui sont eux aussi déjà abordés dans le référentiel HQE bâtiment durable, qui vont plus loin dans le label. Confort acoustique et confort visuel sont eux-mêmes assez parlants de base sur quel est leur moyen. Et enfin, diffusion et pérennisation était aussi un moyen important. Outre la communication du bâtiment, c'est aussi de pouvoir informer un maximum de personnes de ce qui a été fait ou alors des zones aménagées vers la direction. Vous avez Certivea développé une plateforme en ligne qui s'appelle Easia. Cette plateforme en ligne vous permet, outre le fait d'être labellisé,
donc d'avoir le label au final. Ça vous permet aussi de, si vous avez un doute ou vous voulez voir si vous avez les notes obtenues minimum pour obtention du label, faire un système d'évaluation. L'évaluation, c'est le même référentiel, sauf que vous pouvez vous tester sans avoir une obligation de rentrer en labellisation ferme et définitive. Le but étant de vous faire un état des lieux directement du bâtiment. Évidemment, une évaluation n'est pas aussi garante de valorisation que ce qui est le label au final, mais vous permet vraiment de faire une analyse fine de votre bâtiment, donc de ce fait de savoir aussi un suivi ou de prévoir un échéancier sur les travaux selon la typologie de bâtiment. Le label est une particularité, c'est un label qui a 3 notes possibles, et donc la note est clairement identifiée qui va de 1A à 3A. C'est un label qui est vérifié par un tiers, parce que Certiva travaille essentiellement par une vérification par tierce partie, et qui est un engagement sur 1 an, 3 ans ou 5 ans. Pourquoi on a fait dans cette démarche-là? C'est pour une question de pérennité, vraiment de volonté d'aller plus loin la durée dans le bâtiment. On associe une volonté de le faire peut-être une année pour les maîtrises d'ouvrage, de le valoriser pour peut-être augmenter sa valeur de revente, ou ceux qui veulent aller vraiment sur le long terme. Prenons un titre d'exemple, un musée qui veut faire sur 5 ans pour communiquer dessus. Comme vous pouvez le voir, en haut, au-dessus du carré jaune, en présentant le logotype du label accessibilité, vous avez l'année. Ça convient à l'année d'obtention du label. Petite information. Pour un parc d'activités, un parc de bâtiments, nous recommandons l'usage de référents accessibilité. Un référent accessibilité, c'est un professionnel qui est interne ou externe, mais reconnu par Certiva après une formation, un examen. Cette formation a lieu sur le référentiel en lui-même, ce qui fait que l'examen ne porte que dessus. On a différents types de référents, dont un référent accessibilité. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement le référentiel, qui savent aussi guider et conseiller. Le rôle est d'accompagner le porteur du projet en amont de la vérification pour pouvoir permettre de mieux cibler les travaux ou comment faire pour améliorer ou garder une note obtenue. Après, pour un parc, comme j'avais expliqué un peu avant, c'est obligatoire parce que quand on pense pour un parc, on pense qu'il y a plusieurs typologies de bâtiments. Il vaut mieux avoir un spécialiste, un référent qui puisse guider ou volonté de suivre la démarche. On a fait une présentation aussi qui peut vous détailler ce que peut vous apporter le label accessibilité selon votre cœur de métier. Un responsable technique ou un maître d'ouvrage n'ont pas les mêmes attentes, donc c'est pour ça qu'on a essayé de le détailler. Pour les responsables techniques, le fait que ce soit une démarche d'accessibilité universelle permet aussi de formaliser, d'être ouvert et que ce soit adapté à tout type de bâtiment. C'est aussi une mise en avant des actions dans le cadre des ADAP. Ça permet aussi d'être un outil pour progresser, une valorisation des travaux déjà effectués. Pour la maîtrise d'ouvrage, c'est un outil, comme on l'a présenté avec ISIA, qui permet de vous évaluer, de faire un suivi, parce que ISIA garde tous les labels ou tous les suivis des bâtiments que vous avez rentrés sur ISIA, et aussi de faire un benchmark en les comparant, soit par rapport à votre parc ou à terme en comparant avec le niveau national. C'est aussi un moyen de vous différencier pour mettre en avant les bâtiments les plus exemplaires et donc d'accroître votre visibilité et votre attractivité. C'est aussi une argumentation ou une augmentation de la pérennité de vos investissements. Pour les architectes et les maîtres d'œuvre, c'est en soi une démonstration et d'amis d'accessibilité, et c'est aussi parce que pour un architecte, c'est pas forcément contraignant. On peut, en raisonnant et en prenant les choses en amont, avoir des idées qui soient justes pour permettre une accessibilité du bâtiment et un confort d'usage pour tous, qui soient pas forcément des travaux lourds ou des gros changements. C'est juste des astuces qui peuvent être architecturales simples à mettre en œuvre. C'est aussi des solutions qui peuvent être intégrées directement au bâti, pas juste de l'esthétique ou du rajout. Et on a réfléchi aussi encore une fois, c'est pour que ce soit
un outil d'aide, aussi bien dans la décision, dans le suivi, que pour la conception des indicateurs de performance. Pour un DRH ou un directeur des ressources, des responsabilités des RSE, c'est une amélioration des conditions d'usage des bâtiments, une réduction des risques de recours pour négligence, sécurité ou discrimination, c'est quand même assez important actuellement, et une garantie d'un recrutement facilité de personnes en situation de handicap. Ça, c'est plus dans la politique du DRH. C'est aussi un moyen de mettre en valeur une société par une certaine politique ou de faire sur la politique RSE, de vous différencier, parce que c'est un label qui est sorti récemment, mais qui commence beaucoup à faire parler de lui.